figure d'artiste précoce. Entré à tout juste 14 ans au Conservatoire national supérieur de Paris, il en ressort avec un premier prix de musique de chambre et un premier prix de violon, instrument dont il joue depuis l'âge de 4 ans et parfois avec son frère Gauthier qui lui est violoncelliste. C'est donc un jeune violoniste français qui monte. Il a été couronné soliste instrumental de l'année aux Victoires de la musique classique en 2006 et il se produit dans les plus prestigieux festivals de musique. À l'âge de 19 ans, il a été adoubé par l'un des plus grands violonistes de ce siècle, Isaac Stern, avec lequel il s'est produit et il joue également aujourd'hui sur le violon de son idole. Il est également catholique pratiquant. Chaque concert est pour lui l'occasion de rendre gloire à Dieu. Je vous propose un petit plaisir pour démarrer l'émission, un extrait de son tout dernier album consacré à Mozart, avec en guise d'amuse-bouche le concerto numéro 1 pour violon de Mozart. Il va bien falloir s'arrêter pour l'écouter lui. Renaud Capuçon, bonjour. Alors je sais que vous n'aimez pas trop qu'on dise de vous que vous êtes un violoniste virtuose, mais quand même, j'aimerais beaucoup savoir à quoi ressemble la journée d'un violoniste professionnel et virtuose. Donc, à quoi ressemble votre emploi du temps, Renaud Capuçon? La journée d'un violoniste, c'est une journée... Moi, j'insiste toujours sur le fait que être un musicien, être un violoniste, d'abord, je me considère comme normal. C'est-à-dire que au-delà du fait que je joue du violon et que je parcours le monde pour donner des concerts, je suis absolument normal. Bien sûr. Mais inévitablement, quand je vais commencer à parler d'une journée normale, elle n'est pas normale. Parce qu'elle n'est pas le quotidien de chacun. C'est très variable. Ça dépend. Si vous n'avez pas de concert. Si j'ai pas de concert, alors c'est une journée extrêmement simple. Je prends un petit déjeuner. Si j'ai effectivement pas de concert, que j'ai une journée pour moi et que je peux l'organiser comme je veux, et que j'ai pas de rendez-vous, de déjeuner ou d'émission de télé, oui, ou de promotion ou je ne sais quoi. Alors dans ce cas-là, c'est une journée très simple. Je travaille pour moi. Combien de temps? Très variable. Ça dépend de si j'ai un concert 3 jours après, 4 jours après, si le concerto que j'ai joué est le concerto de Mendelssohn, par exemple, que j'ai joué 100 fois, ou le concerto de Brahms, que j'ai un peu moins joué, ou le concerto de Stravinsky, que je n'ai jamais joué. La notion d'horaire sera très différente. Donc ça peut aller quoi, d'une heure à toute la journée ou... Oui, si j'ai un concert à donner que je ne suis pas prêt, c'est qu'il n'y a que moi qui le sais ou qui ne le sait pas. D'ailleurs, c'est une chose qui est d'être prêt, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais ça veut dire quoi, justement, être prêt? À quel moment vous vous arrêtez en disant de toute façon... D'une certaine façon, voilà. Jamais, on n'est jamais prêt. Jusqu'à 30 secondes avant de rentrer sur scène, je me dis toujours que j'aurais pu faire ci ou ça, mais il faut avoir une sorte de feeling intérieur et de paix intérieure qui fait qu'on a l'impression, donc c'est ce sentiment d'être prêt. Donc, il peut y avoir des journées où je travaille 7 heures, 8 heures parce que tout d'un coup je suis en retard et que voilà. Quel rapport au corps un violoniste a-t-il? Parce qu'il y a le rapport avec son violon qui est quand même un instrument extrêmement sensuel, très joli. Oui, un rapport assez normal. Je pense que les musiciens de façon générale ne font pas assez attention à leur corps dans le sens de comment ils se nourrissent, comment ils font ou ils ne font pas du sport. Comment ils respirent aussi peut-être. Ils respirent. Ils soufflent. On n'a pas vraiment de conseils là-dessus. On rentre au Conservatoire de Paris ou de Lyon ou n'importe où ailleurs. Je veux dire, on suit des cours avec des grands maîtres, on parle de musique, on parle bien sûr de respiration. C'est très intellectuel finalement. Oui, intellectuel, c'est émotionnel, on parle des émotions, on parle de beaucoup. Mais finalement, on ne parle pas du fait que quand on a une tournée de concert, il faut quand même se coucher tôt, il faut avoir une certaine hygiène de vie. Et plus je joue et plus peut-être aussi je me rends compte que je deviens un petit peu plus âgé, un peu plus vieux par rapport à mes très jeunes années, plus je me rends compte que l'hygiène de vie, que ce soit physique ou même morale, est importante et toutes ces choses-là jouent sur l'état de votre concert, l'état dans lequel vous allez être pour un concert, votre état de nerfs, parce que quand vous rentrez sur une scène, quelle qu'elle soit, et où que ça se trouve, vous avez quand même une vraie responsabilité face au public.
comme des gens qui font du théâtre ou quelqu'un qui va chanter sur scène. Mais on ne peut pas simplement se réveiller le matin et aller dire ce soir je joue là. Une journée avec un concert et un petit peu une journée qui lui est consacrée, c'est-à-dire du matin au soir. Moi, je sais que je suis dans une sorte de concentration. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, ce qui ne veut pas dire que je parle pas, que voilà, j'ai une vie absolument normale ces jours-là, mais en même temps, je prends pas de café parce que ça va me rendre peut-être un peu plus nerveux. J'évite de voir trop de monde. J'évite de voyager. Il se trouve qu'il y a des jours où on est obligé de voyager le jour du concert. Quand vous jouez à Düsseldorf un jour, et puis à Berlin le lendemain, et à Londres le surlendemain, bien sûr, vous devez prendre l'avion. Mais ça vous plaît, cette vie? Ah, c'est génial, c'est formidable. C'est ce que vous vouliez faire. C'est ce que je rêvais de faire sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que je rêvais d'être soliste. Quand j'étais gamin, je voulais être un violoniste qui jouait des concertos avec des orchestres et de la musique de chambre. Voilà. C'est ce que je fais aujourd'hui, donc c'est mon rêve. Réussi, c'est beaucoup dire. Disons que je vis la vie que j'ai rêvée. Et ça, c'est une grande chance. Oscar Wilde disait, la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. C'est très beau. Il y a quelque chose quand même que vous avez atteint. Je voudrais qu'on écoute un premier extrait du nouvel album que vous sortez. Un album qui est consacré à des concertos pour violon de Mozart. On va écouter ce premier extrait, c'est vous qui l'avez choisi. Vous allez nous dire, voilà, pourquoi ce concerto? Pourquoi un disque sur Mozart? On écoute quelques secondes. Vous écoutez, là, vous écoutez jouer. Vous voyez quoi? La partition? Vous voyez les notes? Vous voyez au violon? Ça se passe comment dans votre tête? Ça se passe très simplement, pour être très franc, une fois que le disque est sorti, c'est très difficile de m'écouter. C'est parce que j'aimerais déjà faire autrement. Vous savez, un disque, c'est un peu comme une photo. Ouais. C'est un instantané à un moment donné. C'est un instantané sur un moment. Et bien sûr, quand vous êtes dans ce qu'on appelle la post-production, quand vous êtes en train de faire les montages et de réfléchir à ce que vous allez garder comme prise, là, vous écoutez avec un esprit et une oreille surtout extrêmement critique. Mais quand vous avez donné votre accord final et quand vous avez accepté que ça soit, voilà, ok, le disque va sortir comme ça et que vous ne pouvez plus rien faire, il y a quelque chose une sorte de vertige, en tout cas qui me prend toujours, parce que je me dis, mais est-ce que, voilà, je ferais différemment maintenant? Est-ce que ça c'était assez bien? Et il ne faut pas se poser de questions. Donc en fait, la situation dans laquelle je me trouve au moment où j'écoute, elle n'est pas spécialement agréable. Ça me laisse toujours un sentiment un peu étrange. Un vrai goût pour Mozart? Oui, j'adore Mozart. C'est mon premier disque consacré à Mozart. C'est pas un compositeur qui est, enfin, c'est un peu une lapalissade de dire ça, mais c'est un des compositeurs les plus difficiles à jouer. Je pense pour tous les instruments, parce qu'en fait, Mozart, pour moi, nécessite une grande pureté, une grande simplicité, et c'est peut-être les choses les plus, en tout cas la simplicité. Plus on avance dans le temps, finalement, on travaille pour cette simplicité et on utilise des moyens excessivement complexes pour revenir à quelque chose de très simple. Donc on peut avoir une espèce de candeur et de simplicité finalement quand on joue Mozart à 12 ou 13 ans. Et puis ensuite on passe par toute une période où on se pose tellement de questions que je me souviens quand j'avais 18, 19, 20 ans, jouer Mozart était pour moi c'était excessivement compliqué parce que je passais par tout un mécanisme de réflexion et finalement maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce compositeur. Quel est le compositeur où il faut une certaine maturité pour le jouer et vous ne pensez pas en être arrivé là? Quel est le compositeur que vous n'allez pas jouer maintenant? Est-ce qu'il y en a un? Oui, Bach, qui est pour moi un petit peu... Bach, c'est la musique sacrée par excellence. Oui, et puis c'est peut-être le compositeur, on parle toujours de Bach en disant que c'est un peu le père, notre père à tous, dans le sens où il a tout inventé quasiment. En fait, je joue les concertos de Bach pour violon, mais je ne joue pas les sonates et partitas. Je les ai toutes travaillées, je les ai même jouées il y a une dizaine d'années. Mais on me demande de les enregistrer, on me demande souvent de les jouer en concert. Et vous freinez non? Ah, je dis non, c'est pas que je freine, je dis non. Je dis non, tout simplement parce que, bien sûr que je suis capable de les jouer. Je les fais et je peux le faire. Si on m'oblige à le faire, je peux le faire. Mais je pense que c'est une musique qui nécessite un tel renoncement de soi-même, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il faut avoir atteint une sorte à la fois de grandeur d'âme et de simplicité je ne sais pas si je serais capable un jour, pour être très franc. J'ai l'impression
d'être en face de l'Everest. Mais vous parlez souvent de simplicité, c'est parce que quoi, vous êtes un être complexe ou vous vivez, vous, comme quelqu'un de complexe, qui a besoin de se dépouiller ou de se débarrasser de certaines choses avant de pouvoir attaquer un tel compositeur? C'est pas vraiment à moi de le dire, je crois que je suis beaucoup plus complexe certainement que je veux bien le laisser entendre. Et je pense, pour beaucoup qui ne me connaissent pas personnellement ou qui ont vu simplement des pochettes de disques ou qui m'ont vu... ou qui ont vu des photos, j'ai une image beaucoup plus lisse que je ne suis finalement en tant que personne. Alors pour répondre à votre question, ça vraiment, je pense que c'est peut-être à des gens qui me connaissent plus à répondre qu'à moi-même. Mais pour en revenir à Bach, je crois que c'est simplement, c'est un sentiment que je ressens comme ça, c'est par rapport à ce compositeur. Et c'est pas un excès d'humilité, c'est vraiment mon sentiment. Et je pense que je serai meilleur dans 20 ans. Peut-être que je me plante complètement et que dans 20 ans, je regretterai de ne pas l'avoir fait quand j'étais dans une forme violonistique, disons, plus convenable. Pourquoi le petit garçon que vous étiez à 4 ans a choisi le violon? Est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce qu'on vous l'a imposé? Pourquoi vous le violon et votre frère Gauthier le violoncelle? Comment ça s'est organisé cette histoire? De façon très naturelle. D'abord, mon frère a commencé le violoncelle bien après moi puisqu'il a 5 ans de moins que moi. Donc il y a eu toujours un décalage. Pour ce qui me concerne, c'est une histoire toujours assez banale d'une certaine façon. J'étais dans un cours on appelait ça les méthodes actives. Alors vous étiez à Chambéry. À Chambéry, voilà, j'avais 3 ans et demi, peut-être un tout petit peu moins de 4 ans. Et donc j'étais dans cette espèce de cours chez une dame qui jouait du piano. Et on était toute une petite bande de gamins à chanter. Donc c'était pour nous développer l'oreille, une sorte de pré-solfège un peu. Voilà. Et cette dame a dit un jour à ma mère que elle pensait, comme elle avait remarqué que j'avais une excellente oreille, apparemment, et elle lui a suggéré que je commence le violon. Voilà, c'est tout. Elle aurait dit le piano, vous auriez commencé le piano, c'est ça l'histoire? Franchement, oui, parce que mes parents, qui ne sont pas du tout musiciens, avaient l'intention à cette époque-là de nous faire commencer des instruments. Ma sœur avait fait du piano un petit peu avant, parce qu'elle a 5 ans de plus. Mais voilà, il n'y avait aucune autre volonté, il n'y avait pas l'idée ou la volonté de fabriquer des solistes. C'était absolument, il y avait une démarche absolument candide. Et à quel moment le goût du violon vous a vraiment pris au corps, quoi? Alors ensuite, c'est là qu'intervient une chose peut-être un petit peu extérieure que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas d'où ça vient et comment c'est venu, mais simplement, je crois que j'ai aimé ça. J'ai aimé ça tout de suite. Et ça mes parents le racontent puisqu'ils s'en souviennent beaucoup mieux que moi, il fallait m'arrêter en fait, quasiment. Il fallait me dire d'arrêter de jouer du violon. Et même quand je jouais comme une patate, quand j'avais 5-6 ans. Il faut savoir quand même qu'un gamin qui joue du violon c'est assez inaudible pendant les premières années. Heureusement, on n'avait pas de voisins. Mais si vous posez la question à mes oncles et mes tantes qui ont subi chaque Noël le petit morceau de violon, ils s'en souviennent tous. Bon, plus sérieusement, je crois qu'il y a un moment ensuite où il y a un déclic qui se fait. Et puis, c'est vrai que on progresse. Et j'étais certainement doué, absolument pas ni génie. Précoce en tout cas, quand même. Précoce, peut-être plus par la concentration et ma faculté à être sérieux et concentré sur les choses que ma faculté musicale. Vous êtes quand même rentré au Conservatoire de Paris à 14 ans. Oui, on ne rentre pas si jeune d'habitude. Non, on ne rentre pas si jeune, mais voilà. il y a quand même beaucoup plus voilà, c'est pas exceptionnel. J'étais pas un parmi un million. Il y en a quand même. Il y a eu pas mal dans mes contemporains. Il ressemblait à quoi le petit Renaud quand il était petit, vers 7 ans? C'est quel genre de petit garçon, à part le fait qu'il ne voulait pas décrocher de son violon? À peu près le même que moi maintenant. En termes de caractère? En termes de caractère, je sais pas. J'étais très calme. Je crois que j'étais très sérieux, vraiment très concentré. J'écoutais de la musique tout le temps, j'écoutais des opéras. J'étais un peu bizarre, mais bizarre sympathique. Pas bizarre. Je crois, non, vraiment. Et quand je vois les photos, j'ai une tête de petit garçon de 7 ans qui aime ce qu'il fait, quoi, et qui est heureux. Et on a eu vraiment une enfance excessivement heureuse. Et, dans les montagnes à Chambéry? Oui, dans les montagnes, à faire du ski, à vivre une vie pleine d'amour, je dirais, avec une vraie famille. Ce serait quoi l'odeur de votre enfance? Ah, je crois que c'est marrant, la première image qui me vient, c'est le parfum de ma professeure quand j'étais en CM1.
De professeur à l'école. À l'école. L'odeur purement. C'était son parfum, je me souviens, j'adorais son parfum. Je ne sais plus ce que c'est. Mais... Vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas été violoniste, si vous n'aviez pas fait ce choix d'être soliste? Aujourd'hui, vous feriez quoi, à votre avis, comme métier? Alors, il y a deux réponses. La réponse de ce que j'aimerais faire avec ma pensée d'aujourd'hui, alors ça aurait peut-être été écrire, être écrivain. Et la pensée de l'époque, j'en sais rien. Quand j'avais 7 ans, avant, je voulais être skieur l'hiver et violoniste l'été, quand même, avant 7 ans. Saisonnier, quoi. Saisonnier, voilà. Donc, c'était quand même ma grande ambition de mes jeunes années. Il a fallu un petit peu tordre un petit peu la réalité. Ça s'est fait un peu tout seul. Alors, vous nous parlez d'écriture. Fort bien. Vous nous avez amené un objet qui est un petit carnet noir. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce petit carnet? Ah oui, c'est... Vous m'avez demandé d'amener un objet, voilà, j'ai amené... Outre le violon que je voulais absolument voir. Et qui n'est pas vraiment un objet, on peut dire, c'est quasiment une œuvre d'art. Non, ce carnet en Moleskine, pourquoi? Parce carnet que... noir à élastique qu'on connaît tous. Pourquoi? Parce que c'est dans ce carnet que j'écris plein de choses, aussi bien des programmes pour mon festival qui a lieu chaque année dans ma ville natale à Chambéry, mais aussi des numéros de téléphone que je note comme ça en vitesse, des pensées, une phrase à laquelle je pense, une chose qui me vient dans un avion et je me dis il faut absolument que je fasse ça. Voilà, une chose très naturelle mais qui me suit partout dans tous mes voyages. Des idées éventuellement de ce que vous parliez d'écriture? Est-ce qu'il y a l'idée un jour d'écrire un roman? Vous êtes très ami avec Philippe Labro depuis 10 ans. On est très amis, c'est un peu ça a été mon mentor pour beaucoup de choses, pas des choses précises, mais je lui pose souvent la question, je lui demande conseil, et puis c'est quelqu'un qui m'apporte énormément, qui m'apprend plein de choses. C'est d'abord quelqu'un qui vous a repéré il y a 10 ans, en fait. Oui, on s'est rencontrés, il m'a découvert, il m'a écouté pour la première fois au Festival de Salzbourg en 99, je crois. Et donc il vous a invité dans son émission Ombre et Lumière sur France 3, voilà. Il vous a un petit peu quand même porté à notre connaissance à nous. Oui, complètement. Voilà, ça a été un des premiers, qui vous a fait naître médiatiquement, on va dire. Un des premiers à m'inviter, je venais d'enregistrer mon premier disque chez EMI, et ils ont été tout étonnés que la secrétaire de Philippe Labro appelle, alors qu'eux, ils essayaient à cette époque-là, je me souviens, l'émission venait de commencer, et ils avaient proposé Alania, et on leur a demandé Capuçon. Donc c'était étonnant à l'époque où j'étais vraiment un gamin. Donc oui, un vrai rapport d'amitié avec Philippe. Et c'est vrai que lui, étant écrivain, c'est peut-être inconsciemment aussi ça qui nous a approchés, mais il adore la musique. Mais vous, il y a la tentation d'écriture quand même, de se dire un jour, je vais poser mon de roman. Non, d'accord. Je rassure tout le monde, il n'y aura pas de roman capuçonesque dans les semaines qui viennent. L'écriture, c'est beaucoup dire, j'aime la poésie. En fait, je suis un fou de poésie et j'ai beaucoup écrit à une époque. J'ai aussi écrit pas mal de notes, de carnets de voyage. Il se trouve que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de rencontrer plein de gens différents, d'être dans des situations parfois rocambolesques, des situations historiquement incroyables, comme une année, il y a 12 ans, avec Abado, on était à dîner avec Castro. C'est quand même insensé pour un mec de 20 ans de se retrouver dans le palais de Castro à fumer un cigare de 50 cm de long avec lui, de prendre des photos. Enfin, donc à cette époque-là, je m'étais mis à écrire un petit peu Pourquoi? Pour retenir le temps, pour pas oublier? Oui, pour retenir le temps. Je me souviens que je suis retombé il n'y a pas très longtemps sur ce que j'ai écrit le soir du 11 septembre, comme on a tous souvenir exact de ce qu'on faisait ce jour-là. Tout à fait. Moi, j'étais à Jérusalem, donc c'était excessivement spécial d'être à Jérusalem et de jouer ce soir même. Voilà, donc j'ai relu il n'y a pas longtemps ce que j'avais écrit. C'est vrai que c'est très intéressant parce que entre mes souvenirs d'aujourd'hui et ce que j'ai écrit, il y a vraiment des grandes différences et des choses qu'apporte le fait d'avoir écrit quelque chose. Vous nous avez dit être féru de poésie. Vous avez la gentillesse de nous avoir apporté un poème qui vous plaît particulièrement. Est-ce que vous accepteriez? Je sais que c'est une épreuve, Renaud. J'avais amené ce livre et ce poème, de Paul Éluard. Mais je ne savais pas qu'il fallait que je le lise. Donc je dois dire que là, c'est une première. C'est pas facile, j'imagine, pour vous qui vous exprimez d'habitude avec un violon, mais voilà, justement. Oui, je pense que j'ai beaucoup plus de trac de faire ça que de jouer dans une grande salle. Bref, c'est un poème d'Éluard, qui est un auteur que je chéris particulièrement, qui s'appelle « En vertu de l'amour ». J'ai dénoué la chambre où je dors, où je rêve, dénoué la campagne et la ville où je passe, où je rêve éveillé, où le soleil se lève, où dans mes yeux absents la lumière s'amasse. Monde au petit bonheur, sans surface et sans fond, aux charmes oubliés sitôt que reconnus, la naissance et la mort mêlent leur contagion dans les plis de la terre et du ciel confondus. Je n'ai rien séparé, mais j'ai doublé mon cœur. D'aimer, j'ai tout créé, réel, imaginaire.
J'ai donné sa raison, sa forme, sa chaleur et son rôle immortel à celle qui m'éclaire. Voilà. C'est très musical, hein, Éluard. Pour moi, c'est oui, en fait, c'est un des premiers poètes que j'ai découvert. Et je dois dire que j'ai été plus que fasciné, j'ai été attiré, j'ai lu, j'ai dévoré tout, mais absolument tout de A à Z. Des lettres à Gala en passant par ses poèmes. Après, je suis rentré dans tout le courant surréaliste. Et en fait, quand je lis ces vers, j'ai l'impression d'un flux continu, de quelque chose d'extrêmement musical, mais aussi qui peut s'apparenter à quasiment un cours d'eau, à une vague, enfin quelque chose de... Un flux d'émotions, en tout cas. Absolument. Et ça me touche à chaque fois autant. Ça me fait des frissons, en fait, c'est sa poésie. Est-ce que c'est une bonne idée d'associer à ce poème que vous avez choisi pour nous le deuxième extrait que vous avez également choisi pour nous? On va l'écouter? C'est un bon timing, je veux dire. On va l'écouter. En fait, il faudrait peut-être lire le poème d'Éluard. Est-ce que ça pourrait marcher, ça? Lire des poèmes d'Éluard sur Mozart? Oui, sur Mozart. Je pense qu'à partir du moment où vous avez une voix de quelqu'un qui saurait vraiment lire, parce que moi j'ai lu ça comme un, Prenez un comme comédien, un à ce amateur. compte-là. Oui, bien sûr, mais on a fait avec Philippe Labro, pas en même temps, mais on a sélectionné, je lui ai demandé de sélectionner des textes en prose et en vers. Et moi j'ai choisi des extraits en fonction, des extraits musicaux, et on avait fait un concert autour de textes qu'il avait choisis, de musique que j'avais choisie. C'était formidable, c'était vraiment comme un voyage musical. Et le mariage Éluard-Mozart, vous croyez que ça pourrait marcher? Pourquoi pas? C'est toute beauté ce qu'on vient d'entendre. Oui, ça va bien. Ça, c'est le mouvement de la symphonie concertante pour violon et alto. Vous avez déjà dit lors d'interviews que vous ne pourriez pas dissocier la musique de votre foi catholique. Est-ce qu'on peut en parler maintenant? Comment votre foi sous-tend finalement tout ce pourquoi vous jouez? Oui et non, c'est-à-dire que je peux l'expliquer, c'est difficile puisque par définition ma foi est vraiment, j'ai la foi reçue en famille. Oui, oui, absolument, et c'est une foi simple, une foi vraiment authentique, et je dois dire que j'ai jamais douté. C'est peut-être la chose la plus forte qui habite ma vie. C'est une chance? Oui, je considère ça comme une grande chance, surtout aujourd'hui quand on voit à quel point autour de moi je vois que les gens cherchent, ils cherchent. Manque de repères. Manque de repères, et pas forcément les jeunes. On m'a souvent envié ma foi, c'est drôle. Un jour on m'a même posé une question à un dîner, on m'a dit mais comment on fait pour avoir la foi? J'étais très ennuyé pour répondre. J'ai dit mais la foi c'est quelque chose qui... c'est compliqué. C'est quoi qui est donné alors Mais c'est vrai que c'est un don d'une certaine façon, mais il faut savoir le recevoir, il faut savoir l'accepter. Donc oui, quelque chose de très simple, quelque chose d'extrêmement naturel, et de fait, comme c'est quelque chose qui est absolument associé qui façonne ma vie, de fait, mon jeu est associé à ça, puisque ma musique sort de mon être, et je suis quelqu'un qui a la foi. Enfin, là, je fais une sorte de raccourci, mais je pense que ça serait impossible de dissocier les deux. Mais c'est ça qui vous fait peur dans le fait de jouer Bach, je veux dire réellement, soit faire un CD, soit devant un public, c'est lié aussi parce que Bach c'est quand même le compositeur lié à Dieu par excellence. Bien sûr. En présente comme ça, on a peut-être tort, je ne sais pas. Non, absolument pas. C'est vraiment ça. Je pense que consciemment et inconsciemment, mais surtout consciemment, c'est ça. C'est le fait que on est face à un compositeur qui a écrit cette musique inspirée par Dieu absolument, à 100%, et pour servir vraiment cette musique au plus haut niveau, à la fois instrumental, humain, spirituel, enfin musical, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup d'années, il faut arriver à une sorte de sagesse. Comment vous la faites mûrir, votre foi? Comment vous la nourrissez? Ou comment a-t-elle été nourrie dans le passé? Je pense que, ma foi en tout cas, je pense que les cas sont différents selon les gens, c'est nourri de beaucoup d'amour en fait, de par notre enfance, et cette enfance vraiment très heureuse,
entouré avec des parents qui étaient vraiment présents. On n'a que des bons souvenirs d'enfance, vraiment, jusqu'à ce que je parte à Paris quand j'avais 14 ans. C'était vraiment c'était formidable. Mais vous auriez pu faire un rejet comme beaucoup les jeunes à Oui, l'adolescence. je suis absolument d'accord. Et après la confirmation, souvent, hop. C'est ce qui m'étonne, c'est ce qui me fascine. Je pense que ensuite je suis parti un petit peu seul sur les routes et je dois dire que je me suis certains peut-être à ce moment-là justement changent de route et moi je me suis renforcé par ça. Comme j'étais assez solitaire, que j'ai beaucoup travaillé, la foi m'a permis, justement, m'a donné cette force, vraiment. Avec une pratique assidue de la prière? Oui. Oui, mais encore une fois, qui passe par la musique à 99% du temps. C'est-à-dire que je considère le fait de jouer et de donner la musique comme une prière quasi permanente. C'est-à-dire que, d'abord, la musique est un des moyens peut-être les plus merveilleux de faire passer des émotions. Quand vous avez la chance d'avoir la foi, ou quand vous avez la foi tout simplement, je pense que c'est un moyen, voilà, vous avez pas besoin de mots pour le dire. Vous me faites penser à cette phrase de Paul Claudel qui disait « Ne prie pas, laisse Dieu prier avec toi ». Voilà, c'est exactement ça. Et puis bien sûr, des moments, parce que vous savez, c'est la vie d'un musicien ou d'un artiste, c'est une vie extrêmement spéciale, parce que vous êtes entre le moment du concert où vous êtes applaudi, et puis des moments de solitude absolument incroyables. Vous êtes vous êtes avec votre instrument, tout merveilleux qu'il soit, mais vous devez travailler, c'est dur. C'est âpre. Oui, c'est une vie qui n'est pas facile, c'est une vie merveilleuse. Attention, je pense que les artistes qui demandent des efforts. On peut pas se plaindre, mais qui demandent des efforts. Efforts et abnégation, en même temps, comme n'importe quel métier. Et vous les gérez comment, ces grands moments de lumière que vous savourez, et puis ces grands moments de solitude et de travail intense? C'est justement ça qu'il faut apprendre à gérer. C'est pas facile au début. C'est-à-dire que mes premiers concerts, quand j'avais 18, 19, 20, il y a des moments où vraiment il faut aller chercher les forces vraiment assez loin. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré, d'avoir pour en venir à la foi, je pense que ça a été vraiment un des éléments moteurs de cette force. J'allais puiser vraiment ma force. Alors, il y a quelque chose d'assez caractéristique dans votre parcours, c'est qu'il est linéaire, comme vous nous le dites, mais en même temps, il s'est étoffé, il s'est enrichi aussi d'une approche pas seulement catholique, mais également protestante. Vous pouvez nous dire comment ça s'est fait? C'est très simple. J'ai été baptisé catholique, donc je suis catholique. Et il se trouve que quand j'avais à peu près 12-13 ans, j'étais ami avec plusieurs jeunes de mon âge qui étaient dans une église évangélique. Et j'ai, à cette époque-là, fréquenté énormément, et plus d'ailleurs, l'église évangélique que l'église catholique, parce que tout simplement, je trouvais qu'il y avait une vie il se passait, en tout cas dans ces deux exemples précis, je ne suis pas en train de dire, je ne fais pas des généralités, mais dans mon cas, et ça correspondait certainement à une époque aussi de ma vie, j'avais entre 12, donc l'adolescence, et je trouvais plus fun, entre guillemets, d'être avec mes potes, donc on partageait notre foi ensemble, mais de façon un peu plus moderne, je dirais, voilà. Et donc pendant toute une époque, et donc ça m'a apporté d'autres choses, c'était intéressant, j'ai eu pas mal d'enseignements de pasteurs divers et variés, et voilà, et simplement... à la fin, c'est quoi? C'est la même Bible. On est exactement dans la même direction. Enfin, c'est pour ça que maintenant, quand on me demande qu'est-ce que je dis que je suis chrétien avant tout, vraiment. Avant d'être catholique. Oui, franchement, et sans aucun. Vous parlez plus de foi que de religion, en fait. Ah, absolument. Mais avec aucune, j'ai absolument aucun problème ni avec les religions, que ce soit catholiques, protestants ou orthodoxes. Je veux dire, mais je me sens, je trouve ça, disons que c'est ma façon à moi de gérer ma foi, je dirais, et de la vivre. Et voilà, après on pas de sectarisme. Non. Et d'ailleurs, je fais partie de ces chrétiens qui sont ouverts et qui n'émettent pas de jugement. En tout cas, j'ai plein de défauts, mais je n'émets pas de jugement sur comment les autres vivent leur foi. Et j'ai en fait trop souvent été choqué par les critiques que peuvent faire des soi-disant chrétiens et sur d'autres qui vivent leur foi de telle ou telle façon. Et je trouve que souvent, et c'est quoi, un manque d'amour, un manque d'ouverture? Non, mais je trouve qu'en tant que chrétien, on devrait être avant tout tolérant. Et je trouve que très souvent, et je dis les chrétiens au sens général du terme, et je trouve que très souvent les chrétiens manquent de tolérance.
par rapport à parfois à des gens qui ne le sont pas du tout et qui ont plus de discernement que nous, justement. Vous êtes un grand lecteur de la Bible? Ça serait extrêmement prétentieux de dire ça, mais je suis quelqu'un pour qui la Bible est le livre de vie, oui, vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a un passage particulier sur lequel vous aimez revenir? Je ne sais pas si ça peut être une parabole du Christ. Non, j'adore par exemple la parabole des talents. Je trouve que c'est... Ah oui, elle vous parle particulièrement, à vous. Oui, bon, il se trouve que, là, bon, j'y pense comme ça, c'était pas programmé du tout, mais ce que je trouve d'extraordinaire dans les livres et dans le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est l'actualité, toutes ces images, c'est tellement réel, c'est tellement c'est pas réel que je veux dire, c'est tellement actuel, c'est fascinant et je crois que c'est extrêmement édifiant en tout cas de lire ces textes. Et vous disiez un grand lecteur, non, je pense que on lit jamais assez la Bible. Je pense que et pour tout le monde, je pense que c'est un livre qui apprend beaucoup. Vous nous disiez être un homme plus de foi que de religion. Est-ce que vous vous sentez concerné? Vous êtes quand même jeune, hein, vous êtes né en 76. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce qu'on appelle la génération JMJ? Est-ce que ces grands mouvements de jeunes, ça vous parle? Est-ce que c'est des mouvements que vous auriez pu rejoindre? Est-ce que la foi, est-ce que vous nous dites être solitaire aussi? Donc est-ce que cette foi pourrait se vivre en groupe pour vous? Bien sûr, bien sûr. Il se trouve que j'ai pas fait partie de ces mouvements. Parce que trop pris par la musique, peut-être aussi. Oui, et puis parce que c'était des mauvais timings, etc. Mais je sais qu'à l'époque, le chef d'orchestre Myung Won Chung, qui est un des chefs d'orchestre que je préfère, avec qui j'ai beaucoup joué, lui a été vraiment, il avait pris part à ce mouvement et il avait donné des concerts et il avait fait vraiment des choses avec le pape. Et si ça s'était présenté, je l'aurais fait avec grand plaisir. Je n'ai pas de regrets particuliers. Simplement, je pense que c'est génial d'avoir eu comme ça ces mouvements. Et je pense que particulièrement Jean-Paul II a fait ça de façon admirable. D'ailleurs, dans les gens que vous admirez en musique, vous avez découvert que certains étaient catholiques pratiquants. Et ça, c'est quelque chose qui vous a... ou chrétiens en tout cas. Oui, en fait, c'était... C'est une idée qui vous plaît? C'est pas une idée qui me plaît. C'est plus compliqué que ça. Mon premier choc musical a eu lieu quand j'avais 16 ans. Mon grand choc musical. En jouant la 9e de Beethoven, au Concertgebouw d'Amsterdam, sous la direction de Carlo Maria Giulini, qui est cet immense chef d'orchestre italien qui est décédé il y a quelques années maintenant. Il se trouve que je ne savais rien de lui, simplement en jouant cette symphonie sous sa direction, j'ai eu l'impression de m'élever, mais vraiment au sens littéral du terme, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression... Physique. J'ai l'impression de m'élever. De léviter. Oui, enfin, d'être emmené par la musique tellement qu'on n'était plus de ce monde. Et c'était comme, on dirait aujourd'hui, un trip. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était Giulini qui dirigeait. C'était lui qui nous mettait dans cet état-là. Et il était, quand il dirigeait cette symphonie de Beethoven, il était pas là. Il était ailleurs. Mais dans le sens, il était plus là quiconque, puisqu'il était d'une concentration absolument incroyable. Mais il élevait la musique. Et en fait, il considère ça comme une offrande. Et en lisant ensuite, en découvrant un petit peu plus sur lui, j'ai découvert que c'était un des chefs qui avait vécu le plus sa foi dans la musique. Et ça vous dit quelque chose, vous, de votre manière de jouer? Ça m'a pas dit quelque chose. Ça a été mon modèle absolu, puisque à cette époque-là, j'avais 15-16 ans, j'avais ma foi qui était exprimée de façon qui n'était pas tellement exprimée d'ailleurs, puisque j'avais pas vraiment eu le déclic de comprendre que c'était possible de le mettre autant dans la musique. Et en entendant et en vivant ça avec Giulini, en comprenant ça, je me suis dit, non seulement c'est possible, mais c'est pour moi l'unique façon de vivre mon art et de vivre ce métier de violoniste et de le mettre en corrélation avec ma foi. C'était je pense que ça a changé l'existence, enfin le courant de ma vie. Est-ce que vous arrivez à voir le Christ dans chaque personne que vous rencontrez? C'est comme une grosse exigence. Est-ce que c'est quelque chose, on sent que cette foi vous habite? Est-ce que vous y pensez? Oui, attention, je dis que la foi m'habite, mais je suis un mec comme tout le monde. Non, mais on a bien compris. Non, mais voilà, donc... non, je crois que c'est justement là où c'est une école extrêmement difficile j'ai l'impression que le fait d'avoir la foi, on est plus déçu que les autres. J'ai l'impression que... C'est-à-dire? Je fais partie des gens qui sont assez vite déçus par... je mets la barre très haut, en fait, quand je rencontre quelqu'un.
quand je suis ami avec quelqu'un ou quand... oui, je mets la barre très haut dans le sens où j'attends de l'autre ce que moi je donne. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et vous donnez beaucoup? C'est pas que je donne beaucoup, je suis pas en train de dire que je suis génial, que je donne beaucoup, mais si je m'investis dans une relation... Vous investissez une relation. Oui, vraiment. Voilà, si je suis ami avec quelqu'un, je suis vraiment ami. Et j'attends la même chose de l'autre, je l'attends inconsciemment. Bien sûr. Et en fait, j'ai été trop souvent déçu, voilà. Donc, la question de voir en chaque personne de Christ, je crois que c'est vraiment, j'en suis très loin, ouais, parce que j'ai même passé par une période où j'étais presque pas cynique, mais j'avais l'impression que, je trouve que c'est vraiment difficile. C'est vraiment, et j'admire les gens qui arrivent vraiment à voir le bien chez chacun. Parfois, c'est très, surtout aujourd'hui, je trouve ça vraiment dans une vision tellement, je dirais, égocentrique. C'est un peu chacun pour soi. Surtout dans les orchestres, c'est quand même connu pour être des milieux extrêmement oui, les orchestres, difficiles. Dans tous les milieux, le milieu de la télévision, le milieu du cinéma, le milieu de tous les milieux. Vous parlez à des avocats, vous parlez à des médecins, c'est chacun pour soi, vraiment. Quelle est la valeur qui compte le plus pour vous? Hormis la foi, Soit parce qu'elle guide votre vie, soit parce qu'au contraire, vous trouvez que notre société en manque? Peut-être, oui, cette forme de fidélité dans les êtres en général, cette forme de ne pas oublier les gens, de pas simplement prendre et de partir, mais de se souvenir, de ne pas zapper, de vraiment être constant dans les rapports avec les gens, de suivre une ligne comme ça. Et je trouve que c'est quelque chose dans cette société un peu de consommation et de vite, où tout doit aller vite et tout doit être rentable. Et on se rend compte aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui à quel point ça nous mène, puisqu'on est dans une espèce de crise totale de tout. Mais il y a une crise de repères aussi, il y a une crise des valeurs, il y a une crise. Quand on voit, j'entendais hier ce qui se passe dans ces jeunes qui n'ont plus aucun, qui rentrent dans une école, qui tirent sur n'importe qui. Il y a une sorte de déséquilibre. On a l'impression on a l'impression que les repères n'existent plus vraiment, les limites n'existent plus. Il y a une sorte de délire général, une sorte de dégénérescence. Qui vous fait peur? Ça me fait pas peur, je fais pas partie. Je suis plutôt un optimiste qu'un pessimiste, mais c'est alarmant sur l'état de... En fait, c'est surtout alarmant sur l'état de l'âme de l'homme, j'ai l'impression. J'ai l'impression que l'homme, de façon générale, a une âme un peu blessée. Et j'ai l'impression que la société ne fait rien pour inverser cet état. Et jouer du violon, c'est une manière de guérir un petit peu l'âme de l'humanité. C'est un peu comme ça. Ça serait extrêmement prétentieux de penser ça. Ça voudrait dire que... Non, mais ça met du baume au cœur. On entend du violon, c'est... Certainement. On s'envole quelques minutes. Vraiment, pas mon but, mais... Ce qui donne sens, en tout cas, à votre métier. Oui, c'est vraiment ça. C'est d'apporter du réconfort, du bonheur, je ne sais pas, ça peut être changer les idées, mais de faire du bien par la musique, vraiment. On vous a déjà fait des réflexions après peut-être un concert, par exemple, dans ce sens-là? Enfin, voilà, le plus beau compliment qu'on vous ait fait. Le plus beau compliment qu'on me fasse, c'est peut-être quand on me dit, ou on ne me dit pas justement, où on voit simplement que la personne est émue, ou qu'elle est touchée, ou... oui, c'est des réactions d'émotion. Plus que quelqu'un qui va vous dire qu'il a adoré votre tempo, votre dextérité, votre vibrato. Tout ça m'est à peu près égal, je dois dire. J'ai toujours été... En ce sens, je n'ai jamais été un violoniste vraiment dans les normes, puisque j'ai jamais été attiré par ni la virtuosité pure. J'ai toujours essayé de chanter avec mon violon. Vraiment. Le tout technique ne vous intéresse pas? Il y a plutôt quelque chose... Ça n'a aucun intérêt. Une recherche de l'ordre de l'émotion, forcément. Bien sûr. Enfin, si j'étais intéressé par le tout technique, je veux dire... pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Je vous propose d'écouter le dernier extrait de votre CD consacré à Mozart. Puis alors, profitez-en pour vous reposer un petit peu, parce qu'après, on va attaquer la dernière ligne droite de l'émission. Il y a toute une série de questions comme ça, un petit peu en rafale. Pas forcément évidentes. Donc, on va prendre 30 secondes, là, histoire de recharger les accus. Et vous nous dites ce qu'on va entendre? Je crois que c'est le... Oui, c'est ça. Le premier mouvement du 3e concerto pour violon de Mozart. Toujours Mozart.
y va? Est-ce que vous êtes prêt, On y va. Renaud? Pour la petite série de questions en rafale. Je vous écoute. Ma fille m'a posé une très jolie question hier et je vais vous la reposer. Elle m'a dit « Maman, de quoi tu voudrais rêver cette nuit ?» Ça m'a fait drôlement réfléchir. Alors je vais C'est vous vraiment des la poser, cette question, Renaud. De quoi voudriez-vous rêver cette nuit? Peut-être... Nous sommes faits de l'étoffe des songes, disait Shakespeare. Oui. Peut-être rêver à ce que sera ou ce que serait ma vie dans une dizaine d'années, comme je la rêve. Et donc, Ah bah allez-y, projetez-vous. Elle non, serait mais comment? Dans 10 ans, vous aimeriez être où? justement, je vais pas en parler puisque c'est un rêve et qu'un si, rêve un petit est peu personnel. des indices. Non, pas d'indice, simplement être aussi heureux qu'aujourd'hui avec 10 ans de plus. D'accord, alors je vais poser des questions, vous répondez par oui ou par non. Est-ce que vous êtes père de famille dans 10 ans? Ah, dans 10 ans? Il n'y a pas d'envie forcément, d'accord. Si. D'accord. Est-ce que vous avez atteint le niveau d'Isaac Stern? Dans 10 ans? Oui. Un peu tôt encore? Je pense qu'on atteint. C'est inatteignable. Isaac Stern était Isaac Stern, je serais quelqu'un d'autre. C'est pas un but en fait. Non, je pense que un rêve de bonheur, vraiment. Et donc avec. Mais c'est quoi le bonheur pour Renaud Capuçon? Ça ressemble à quoi le bonheur? Ça ressemble à ce que je suis en ce moment. Vraiment, je suis vraiment quelqu'un d'heureux. Et c'est toujours étrange d'entendre quelqu'un qui est heureux parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de. Le bonheur des autres dérange, curieusement. Surtout dans ce pays. On a toujours l'impression que quand quelqu'un est heureux, ça dérange le voisin. Mais serein, plus que peut-être. Sérénité. J'ai passé 33 ans avant de trouver une forme de sérénité. Quel est le lieu ou le paysage qui vous ressemble, qui reflète ce que vous aimez, qui reflète votre âme, peut-être finalement? Je dirais les bords du lac Léman, du côté suisse. Ça vous inspire quoi, ces bords Même chose, le calme, la sérénité. Oui, ça dépend, parce que si une tempête se lève sur le lac, pour l'avoir déjà vu, c'est assez impressionnant. Tous les paysages, si vous parlez de la montagne, vous pouvez dire qu'il y a une avalanche. Non, vraiment, je vois j'ai une vision du lac Léman, un mois de mai, début d'après-midi, avec un lac calme et une vision dégagée. C'est un des endroits les plus beaux, je trouve, d'Europe. Vous parlez à une Suisse, là, alors forcément, je vous rejoins dans votre vision. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Pas forcément matériel, hein, d'ailleurs. Non. Peut-être le luxe d'être libre. Celui d'être... Vous considérez comme un homme libre aujourd'hui? Ah oui. Et qu'est-ce que vous mettez sous ce mot liberté, qui est un mot symbole, un mot fort? Oui, mais d'être libre de faire le métier que j'ai toujours rêvé de faire et d'aimer les gens que j'ai envie d'aimer. Et on ne m'interdit pas ces deux choses, donc je suis libre. Quel est votre mot préféré? Affection. Et est-ce que vous avez une devise ou une phrase? Ne jamais abandonner. Qui vous suit? Ne jamais abandonner. Abandonner, oui, ça prend tout son sens pour un soliste. J'imagine que ça s'applique au-delà de la musique. Bien sûr. Vous êtes quelqu'un de persévérant. On peut le dire. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Non, mais ça. Pas d'acharné, mais quelqu'un de... Oui, quelqu'un qui... Quelle est la proposition la plus étonnante que vous ayez acceptée? Que ce soit sur un plan professionnel, personnel. La proposition la plus étonnante que j'ai acceptée. Peut-être la chose qui vous ressemble le moins. Parce que là, on a l'impression d'avoir un gentil garçon bien calme, propre sur lui, comme on dit. Est-ce que des fois, vous avez des coups de folie où vous dites, oui, bah tiens, je vais y aller. Je vais le faire, ça. Qu'est-ce que j'ai fait de bizarre? C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'un peu spécial. Il y a des choses qui me paraissent extrêmement bizarres pour moi et qui sont des choses qui sont tout à fait normales pour les autres. Et à l'inverse, des choses que moi je fais de façon naturelle, prendre des avions parfois 7 jours sur 7, 2 fois par jour, c'est complètement normal pour moi alors que c'est complètement bizarre pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, certaines choses, je dirais un truc absolument débile, mais là c'est laissez-nous juger, allez-y. Une parenthèse qui est différente de votre question, mais par exemple l'idée de, à une certaine époque, quand j'habitais dans ma maison, si par exemple une ampoule venait à claquer,
l'idée de changer l'ampoule m'était c'était tellement complexe, l'idée de me dire il faut aller dans un magasin pour acheter une ampoule, je ne sais pas quelle ampoule c'est. Donc du coup, je suis resté une fois 3 semaines avec cette espèce de lampe trafiquée. Mais vous savez que c'est les Russes qui sont comme ça. Ça, c'est l'âme slave, ça. Les Russes non, mais c'est véridique. Hein. J'ai un ami qui connaît très bien la Russie, qui est aventurier, Sylvain Tesson, je ne sais pas si vous connaissez, il raconte ça. Les Russes, changer une ampoule, c'est le bout du monde. Mais faire 600 km à pied juste pour aller voir un homme ou une femme et leur dire je t'aime, ça, ils font. Ça, ils sont capables. Alors, je vais avoir un petit peu d'âme russe, peut-être. Ah, il y a quelque chose de russe. Il va falloir chercher du côté des ancêtres. Quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence ? Les erreurs de jeunesse, je pense, les erreurs d'enfant, les petites fautes d'un enfant, d'un gamin. Quoi. Ah tiens, tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous aviez plein de défauts, mais on n'a pas su lesquels. Les défauts ? Oui, vous aviez dit, j'ai plein de défauts. Je suis un peu impulsif, je suis extrêmement... je pense que je suis assez possessif avec les gens que j'aime, les amis aussi. Je suis certainement très égoïste, très égocentrique comme tous les artistes. Oh, la liste est longue, on peut y passer 1 heure. Quelle est la musique que vous allez vous passer, vous, chez vous, et pas forcément du classique, j'en sais rien, pour dissoudre la tristesse ? Alors ça, c'est un peu bizarre, parce que je fais partie des gens qui écoutent des choses tristes pour dissoudre la tristesse. Donc c'est un côté un peu bizarre, mais je vais écouter du Bruckner, par exemple, ou du Richard Strauss, et autrement, Billie Holiday, ou Nat King Cole, ou Stacey Kent. Et vous n'auriez pas envie de verser dans le jazz un petit peu avec la... Vous savez, j'ai d'une certaine façon trop de respect pour toutes ces musiques pour simplement dire ok, bien sûr que je pourrais, mais il faudrait que je fasse comme mon collègue Maxime Benguerov, qui est allé travailler avec Didier Lockwood, qui a été dans une école d'improvisation, qui a travaillé. En ce sens-là, on peut prétendre essayer, ou alors on est extrêmement doué. Mais c'est pas du tout mon cas. Mais vous ne feriez pas ça sur juste une fois pour un CD Non, ça serait être opportuniste. Et c'est pas moi. C'est pas ça. Est-ce que vous avez connu des grandes douleurs ? Ah, bien sûr. Bien sûr, j'ai connu des grandes douleurs. Mais des grandes douleurs... je pense que chacun a ses niveaux de douleur. Des douleurs chez certains, parfois on entend dire oui, mais enfin quand même, il exagère, c'est rien par rapport à... Mais on ne peut pas critiquer, on ne peut pas analyser, il n'y a pas de niveau de douleur. Je pense que des grandes douleurs au sens physique, Dieu merci, non, moi-même. Mais des douleurs morales, oui, des douleurs qui m'ont paru à l'époque insurmontables d'un point de vue moral ou d'un point de vue des nerfs. C'est quoi, des décès, Oui, des pertes d'êtres chers, des déceptions de situations dans la vie, des trahisons, oui. La mort vous fait peur ? Non. Oh, la réponse fuse, non. Non. En lien direct avec la foi et tout ce qu'on a pu dire sur la foi avant. Oui. Très curieusement, la mort ne me fait pas peur, la maladie me fait très peur. Votre prochaine décision raisonnable ? Elle a déjà été prise il n'y a pas très longtemps, c'est de jouer moins. Et elle est en passe de se réaliser et c'est très agréable de jouer moins. C'est-à-dire que j'ai réduit au lieu de 160 concerts, j'en donne 130, donc ça va. L'honneur est sauf, mais c'était une résolution, qui n'était pas une résolution, qui était une décision vraiment mûrie et qui... Apprendre à dire non, quoi. Apprendre à et dire à se préserver un petit peu. Ouais. Et votre prochaine décision, mais alors absolument pas raisonnable. Décision pas raisonnable. Ça vous arrive, ça, de prendre des décisions pas raisonnables ? Ah, quand même. Non, peut-être, j'aurais assez envie de faire le Mont Blanc, en fait. De grimper au Mont Blanc ? Ouais. Avec ou sans violon ? Ah, avec. Tant qu'à faire. Voilà, c'est ça ma décision. Peut-être pas celui-là, mais... En fait, j'ai envie de jouer en haut du Mont Blanc. C'est une belle idée. Voilà. Vous nous prévenez quand vous la mettez à exécution. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Renaud Capuçon, pour la suite ? Écoutez, de continuer de jamais arrêter d'apprendre, de toujours continuer à apprendre des gens, en général, d'être le plus fidèle possible à ce que j'essaie de faire avec la musique et d'être heureux dans la vie. On vous le souhaite infiniment. Puis alors, rendez-vous à 4807 mètres en haut du Mont Blanc. Le rendez-vous est pris, on vous y attend. Merci Renaud, Merci, au revoir.
Thank